On enchaîne avec un sujet qui peut faire basculer la vie d'une entreprise, l'audition pénale d'un dirigeant. Pour comprendre les enjeux et les bons réflexes, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean Deconinck, avocat associé chez Mazon Arnaud Deconinck. Jean Deconinck, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, posons le décor. Quel type de situations peuvent amener la justice à entendre un dirigeant? Alors, ce qu'on observe, c'est que la vie des affaires se pénalise. Aujourd'hui, vous avez l'émergence d'un droit pénal fiscal, d'un droit pénal des marchés publics, d'un droit pénal de l'environnement, et j'en passe. Donc, ce qu'on constate, c'est que le droit pénal irrigue de plus en plus la vie des affaires. Un dirigeant peut être confronté à ces situations pour des faits commis avant l'acquisition de l'entreprise ou au cours de la vie de l'entreprise qu'il dirige. Donc, il y a aujourd'hui, par exemple, on peut citer un débat sur la fraude fiscale avec le verrou de Bercy qui est en train peut-être de disparaître. Il y a les accidents du travail qui sont un vrai sujet. Malheureusement, la France a ce record tristement célèbre du nombre d'accidents de travail le plus élevé d'Europe, avec en moyenne 2 accidents mortels par jour. Donc, c'est des sujets qui peuvent concerner tout le monde. Vous diriez qu'il y a une moralisation de la vie des affaires voulue par les pouvoirs publics? Alors, est-ce que c'est de la moralisation? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les pouvoirs publics font de la morale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont dans le sens de cette pénalisation. Pourquoi? Pour des raisons aussi financières, en raison des sanctions qui peuvent être attribuées à la personne morale par rapport à celles qui peuvent être appliquées à une personne physique. Alors, on va s'intéresser, maintenant que le cadre est posé, aux risques. Pourquoi la responsabilité pénale des entreprises est aujourd'hui davantage recherchée, selon vous? Alors, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le législateur s'est rendu compte que c'était plus efficace d'aller chercher la responsabilité pénale de l'entreprise parce qu'il peut appliquer à cette entreprise des sanctions qui sont particulièrement importantes. On a des sanctions, d'une part, qui sont financières. Vous avez beaucoup plus intérêt à aller chercher l'entreprise qu'à aller chercher le dirigeant. Et ça s'est traduit, pour des termes très précis, avec des amendes qui, aujourd'hui, sont parfois calculées sur des pourcentages de chiffre d'affaires. Donc, en termes d'impact sur la vie de l'entreprise, c'est énorme. Bien sûr. Vous avez des sanctions qui peuvent aussi porter sur des interdictions. Interdiction de gérer, bien évidemment, mais aussi interdiction d'agir. Les entreprises, par exemple, qui vont beaucoup être sur des marchés publics et répondre à des appels d'offres, vont pouvoir se voir interdire de soumissionner pendant une durée parfois très longue à des appels d'offres à nouveau en raison de comportements incriminés. Et vous avez même aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la dissolution prononcée par le juge de la personne morale, notamment pour tout ce pan du droit qui s'ouvre beaucoup, qui est le pénal de l'environnement, avec des atteintes graves à l'environnement. Le juge, dans ce cas-là, peut carrément prononcer la mort sociale de l'entreprise. Donc on voit que les conséquences peuvent être très importantes. Si on vient maintenant au fonctionnement d'une audition, concrètement, ça se passe comment en pratique? Alors concrètement, l'audition, d'abord, il faut comprendre que c'est un acte d'enquête qui est décidé par un procureur et qui, en cela, se fait aider par des enquêteurs. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que l'enquête a déjà eu lieu et on arrive en bout de course, si j'ose dire, et le dirigeant va recevoir sa convocation alors que l'enquête est déjà bien ficelée. Enfin, ficelée en tout cas. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'audition libre, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, a été créée un petit peu pour le dirigeant d'entreprise. Je m'explique. Initialement, on avait la garde à vue, qui était l'unique mesure pour entendre quelqu'un qui était soupçonné, mais qui n'était pas forcément très adaptée, puisque dans le mouvement de recherche de la responsabilité de la personne morale, c'était pas très agréable et pas très juridiquement exact de priver de liberté une personne, savoir le dirigeant, personne physique, pour des faits commis par une personne morale. Alors, on avait du mal à accepter ça, et c'est vrai qu'en termes de respect des droits, c'était pas génial. Donc on a inventé l'audition libre, qui, derrière, a fait penser à certains que l'audition libre, c'était quelque chose de très light et ça ressemblait à de l'audition de témoin. Le dirigeant pouvait... C'est quoi la différence, pour bien comprendre, entre une garde à vue et une audition libre? Alors, l'audition libre, la différence, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que le dirigeant va pouvoir s'y rendre et si ça ne lui plaît plus, d'une minute à l'autre, il peut partir. C'est pas encadré comme la garde à vue. Exactement. L'OPJ ne peut pas contraindre la personne. La personne peut se lever et dire « j'en ai marre, je rentre chez moi, j'ai plus envie de répondre à vos questions ». Mais l'idée, c'est pas celle-là, bien évidemment. L'idée, c'est que la personne, et c'est ça qu'il faut souligner, d'ailleurs, c'est pour ça que la jurisprudence garantit les mêmes droits à la personne entendue librement qu'à la personne gardée à vue, c'est que la personne qui est entendue, elle est toujours soupçonnée. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça a été un peu perdu de vue peut-être à un certain moment, et notamment, voilà, c'est cassant. C'est-à-dire qu'on a toujours envie que ça se passe bien. Donc on se dit, bon, bah, si c'est une audition libre, je vais pouvoir m'en sortir, je n'ai pas besoin d'exercer mes droits. Là, ce que la Cour de cassation récemment nous a rappelé, c'est que
si, on a des droits, ils sont rappelés, s'ils ne sont pas exercés et s'ils ne sont pas rappelés, c'est une cause de nullité. Et surtout, moi, ce que je dis en tant qu'avocat, c'est qu'il faut les exercer. Alors, c'est quoi ces droits? Alors, le premier, c'est le droit à l'avocat, bien évidemment. Moi, je suis avocat, donc je prêche pour les avocats et ma paroisse. Mais il est très important. Moi, j'ai des exemples dans mes dossiers par exemple, j'ai récupéré un dossier d'un dirigeant qui avait été convoqué en audition libre et donc qui, à l'époque, ne s'était absolument pas dit qu'il avait besoin d'un avocat. Donc ça, c'est typiquement l'exemple du mauvais calcul bénéfice-risque. Il s'est dit, ça va me coûter peut-être un peu cher, donc je vais y aller tout seul. Et bien, figurez-vous qu'il y allait sans avocat et il a cru être dans une relation de confiance avec l'enquêteur et il a fini par avouer des faits à la fin de l'audition, ce qui l'a mis dans un embarras particulier, puisqu'il s'est vu poursuivre. On imagine bien. Et le problème, c'est qu'il a avoué des faits qu'il n'avait pas commis et que son entreprise n'avait pas commis non plus. Donc on s'est retrouvé avec des aveux et on a dû après faire un travail de défense qui du coup va coûter finalement beaucoup plus cher d'ailleurs au client pour pouvoir aller dans l'autre sens et in fine obtenir une décision de relax. Mais c'est pour vous dire que... Donc le premier réflexe, faire appel à un avocat? Un avocat, bien sûr, non seulement pour être présent lors de l'audition, mais aussi pour la préparer en amont. Parce que c'est l'autre aspect des choses, c'est que l'audition, qu'elle soit une garde à vue ou une audition libre, ou d'ailleurs même une audition de témoin, est une audition lors de laquelle et en amont de laquelle vous n'avez pas accès au dossier. Donc vous êtes dans une dissymétrie d'informations totale. L'enquêteur a tout, vous n'avez rien. Donc si vous n'avez pas avant réfléchi à ce qu'on peut vous reprocher et discuter avec un avocat, si possible pénaliste, pour anticiper le risque de cette audition, c'est beaucoup plus difficile de donner des réponses qui vous mettront pas dans l'embarras plus tard. Ça veut dire qu'il faut préparer une telle audition? C'est un peu évident à mon sens. On peut y aller non préparé, mais moi, les exemples d'auditions non préparées qui après entraînent des convocations devant le tribunal qui auraient pu être évitées, j'en ai plein. Et comment on se prépare concrètement? Alors concrètement, il faut faire appel à un avocat qui, lui, n'a pas forcément la vision du dirigeant, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'entreprise, il est un peu vierge de l'activité, mais du coup, il va poser les questions que peut-être l'entrepreneur ou le dirigeant ne s'est jamais posées. Et c'est ça, c'est l'autre aspect des choses, c'est le volet prévention. C'est-à-dire qu'on fait le travail, quand on prépare une audition, qui est un peu le même travail qu'on fait quand on prévient le risque pénal. Quand on a un dirigeant qui est très très prudent, qui a compris que son calcul bénéfice-risque, c'était de parler du risque pénal avant même qu'il arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux choses. La première chose, c'est qu'on essaie d'identifier au sein de l'entreprise les endroits où le risque pénal est susceptible de survenir. Donc il y a des endroits très classiques dans toutes les entreprises qui sont communs, donc la fraude fiscale, l'ABS, le harcèlement, etc., etc. Mais il y a des endroits qui sont plus spécifiques à un type d'activité. Une entreprise qui va aller sur les marchés publics va faire face au risque de favoritisme de manière très prégnante. Une entreprise qui va beaucoup travailler avec des sourcings à l'étranger va faire face à un risque de corruption très important. En fonction des secteurs, on va pouvoir identifier des risques. Bien sûr. Et ça, c'était toute l'idée de la loi Sapin 2 et de la cartographie du risque pénal qui s'appliquait aux grandes entreprises. Moi, ce que je dis, c'est que je rencontre dans ma carrière professionnelle énormément d'entreprises moyennes et de taille intermédiaire, PME, ETI, qui auraient aussi besoin et à qui ça profiterait énormément de parler risque pénal. Quand bien même je sais que ce n'est pas la boussole quotidienne d'un dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant, il ne va pas agir tous les jours en pensant à ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il le traite une fois. Une fois que c'est traité, il délègue comme il faut et après, il n'a plus à s'en soucier. On va conclure là-dessus. Merci Jean Deconinck. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Mazon Arnaud Deconinck. Merci. Après le risque pénal, on va s'intéresser au risque social avec la directive sur la transparence salariale et la possible explosion des risques de contentieux en la matière.